Donc bienvenue à tous. Donc ce soir, on se retrouve pour une nouvelle revue régionale des interventions pharmaceutiques. Donc sur une thématique autour de la pédiatrie, on a essayé de faire une thématique qui soit assez transversale entre un peu les problématiques hospitalières et les problématiques de la ville. Euh, c'est un webinaire qui donc sera enregistré et disponible en replay. Les micros et les caméras sont désactivés pour l'instant, mais on pourra les réactiver sur les temps de questions. Si vous avez des questions pendant le déroulé de la présentation, n'hésitez pas à les formuler dans Conversation ou dans le module questions-réponses. Les deux sont envisageables. Et puis sinon, on pourra aussi discuter en levant la main pour prendre la parole au moment des différentes questions. Donc ce soir, vous êtes sur un module WooClap, donc c'est un module qui sera participatif. Vous aurez le QR code tout à l'heure pour pouvoir rejoindre la session et pour pouvoir répondre aux différentes petites animations qui vous seront proposées. Et on aura 4 cas cliniques qui seront présentés, un par Stéphie Lefakourong du CH Ardèche Nord et puis 3 par nos intervenants ce soir. Donc nos intervenants ce soir, on a le docteur Delphine Guy qui est pharmacien MCUPH au groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon et le docteur Émeric Boisson qui est médecin cardiopédiatre également sur le groupement hospitalier Est des Hospices civils de Lyon. Donc je les laisse commencer la soirée. Voilà. Merci Frédéric. Merci. Bon, bah, on va commencer rapidement. Delphine, je te laisse introduire. Oui, alors donc aujourd'hui, ça va, vous nous entendez bien? Tout va bien? Super. Alors donc notre menu ce soir, on a en objectif de connaître et comprendre, et puis prévenir, corriger les erreurs médicamenteuses en population pédiatrique, avec un petit déroulé voilà, qu'on vous propose, où on imbriquera la proposition de cas cliniques qui a été faite par une interne, donc entre notre topo plus cognitif et les trois analyses pharmaceutiques de prescription. Donc, on va commencer en première partie avec une introduction relativement brève. On va parler des généralités un petit peu en pédiatrie, avec bien sûr un focus sur la partie pharmaceutique, et on va introduire du coup le risque d'erreur médicamenteuse, et on reviendra dessus sur les différents cas cliniques lors de la soirée. Alors la première chose, tout le monde n'est pas forcément encore arrivé, mais on reviendra après. Pour ceux qui sont présents donc, sur le live, vous pouvez participer, et d'ailleurs il faut participer, sinon on va s'embêter. Donc vous avez un QR code qui s'affiche à l'écran. Vous avez deux solutions, soit vous flashez le QR code avec votre téléphone, soit vous allez sur le site internet qui s'affiche à l'écran, donc c'est wooclap.com. C'est assez intuitif, normalement vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez simplement à rentrer ensuite un code d'événement. Vous n'avez pas de compte à créer. Le code, il est inscrit en bleu sur l'écran. On pourra le réafficher lors des premières questions si besoin. On va vous laisser peut-être 1 ou 2 minutes pour bien vous connecter. N'hésitez pas à nous dire dans le chat et dans la partie conversation, donc sur Teams, si vous rencontrez des problèmes. Normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ça vous permettra de répondre aux questions, aux différents cas cliniques qu'on a préparés, de nous soumettre un peu vos questions, vos interrogations et vos suggestions sur des thèmes que vous voulez aborder. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter déjà. On va embrayer sur les cas cliniques dans un second temps, et on pourra réafficher le code après si besoin. Je ne sais pas déjà s'il y en a certains qui arrivent à se connecter. Faites-nous signe un petit peu sur le chat. Vous avez pu vous mettre sur WooClap? Alors, on peut voir les connectés en bas à droite de l'écran.
Donc, nous avons 2 connectés. Alors, n'hésitez pas à flasher avec vos téléphones, ça marche bien avec les smartphones, les iPhones et puis sinon, comme l'a dit Aymeric, wooklab.com avec le code événement. On vous laisse un petit peu de temps. Après, encore une fois, pour les éventuels retardataires, on réaffichera le code si besoin. Donc, bon, voilà, même pour les retardataires, il y a des solutions, pas de panique. Bon, on va commencer, on va avancer un petit peu et on verra après. On reviendra sur le QR code si besoin. Ok. Donc, on va commencer, on va continuer. Pour ceux qui sont déjà connectés du coup et qui sont déjà présents, on va commencer par quelque chose de très 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 général. La première question que vous voyez ici, c'est qu'est-ce que vous connaissez des médicaments en pédiatrie? Le but, c'est pas de lister tous les médicaments utilisés en pédiatrie que vous connaissez, parce que sinon on peut en faire énormément. Le but, c'est vraiment, voilà, si vous avez des mots-clés en tête, des sujets à aborder, on va revenir beaucoup sur le thème des erreurs médicamenteuses. Mais s'il y a déjà des mots-clés suite à cette question qui vous viennent en tête, n'hésitez pas. On verra vos mots affichés. Voilà, donc essayez, ceux qui sont connectés, de proposer des questions. Ça peut être, voilà, ça peut être des choses bêtes. Et si besoin, on peut réafficher aussi le QR code. Vous avez le code de l'événement qui est là-haut, hein. Donc, qu'est-ce que vous connaissez sur les médicaments en pédiatrie? De façon assez générale, voilà, pour briser un peu la glace. On a déjà un vote, on en attend au moins 2, voire 3, si possible plus. Alors moi, j'ai envoyé quelque chose, mais par contre, ça C'est s'affiche peut-être pas. Alors. le vote de Frédéric. Non, mais normalement, ça s'affiche à l'écran. Tu dois le voir On apparaître. va essayer si on fait. Si on fait C, Je Je sais pas ce qui pense pas. il y a peut-être un petit... Si on réactualise peut-être comment on pourrait utiliser comme ça? Ouais, Alors, là, ça arrivait. Il y a 12 personnes qui sont connectées, donc c'est pas mal. Ah, donc ça, c'est bien. alors, on va essayer comme ça. On va réactualiser juste La page. la page. Vous nous dites si vous voyez notre écran. Ah, Bah, super. Ah, vous êtes là. Ouh, vous êtes Bon, nombreux à nous avoir mis des choses. Alors, ce qui sort pas mal, en plus gros, on a les formes buvables, galéniques. on voit que vous faites de la pédiatrie, hein. On voit des milligrammes kilos, du buvable, du hors AMM, ça c'est très intéressant. Donc, on va parler un peu de tout ça, hein, posologie, dosage aussi, adaptation de dose. Ok. Bon, effectivement. Bon. De toute façon, Très on va pas les faire un à un, mais vous verrez, on reviendra un petit peu dessus après. On va parler déjà de beaucoup de choses de ce que vous avez cité. Oui, tout à fait. Bon, on enchaîne. Alors du coup, bon, vous n'avez pas sans savoir du coup, qu'on a eu, un flash sécurité patient de la Haute Autorité de Santé il y a pas très longtemps sur la pédiatrie, avec un beau jeu de mots, hein. Les médicaments en pédiatrie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Mars 2023, même si c'est pas récent, puisque, les éléments qui sont dedans, finalement, c'est des choses qui étaient déjà avant mars 2023, bien sûr. Mais qui nous rappelle certains éléments, donc on ne va pas, en parler plus, mais on reviendra dessus également sur peut-être aussi sur, quelques éléments pour, prévenir ou corriger justement les erreurs médicamenteuses. Donc ces erreurs médicamenteuses en pédiatrie, on a plusieurs études qui nous en parlent et bien sûr avec énormément de méthodologies différentes, de sphères et de spécialités diverses. Mais ce qu'on peut en déduire dans tous les cas, c'est qu'on a au moins autant d'erreurs en pédiatrie que chez l'adulte en termes de nombre. Et puis par contre, en termes de qualité des erreurs, c'est elles sont souvent délétères pour le patient. Et puis, c'est des erreurs qui ont lieu tant à l'hôpital qu'en ambulatoire. Et ça, le flash de la HAS de l'année précédente nous le rappelle bien, hein, puisqu'elle met, certains, cas, cliniques, contextes qui ont lieu
soit à l'hôpital, soit en ville et même également, bien sûr, en interface entre l'hôpital et la ville et ça, on en parlera aussi dans un de nos cas, heu, dans un de nos même dans plusieurs de nos cas, de ce soir. On vous a mis également ici sur la diapo un exemple, qui a eu lieu près de Lyon, puisque nous, on est basé à Lyon, mais ça peut avoir lieu, partout en France, même partout en Europe et dans le monde. Eh bien, c'était, un décès il y a pas si longtemps, même si maintenant le temps passe et qu'on est déjà en 2024. C'était un décès qui a eu lieu en 2004 dans une clinique près de Lyon, suite à une, hospitalisation en urgence pour une opération de l'appendicite. Eh bien, Malo, 12 ans, est décédé, parce qu'il avait reçu 10 fois la dose de sulfate de morphine. Suite à cet événement, eh bien, il y a eu des actions ANSM auprès des industriels notamment et maintenant on ne verra plus que perdurer un seul étiquetage des sulfates de morphine, donc on ne verra que des milligrammes par millilitre, hein, et non plus, comme existait autrefois, milligrammes par millilitre pour certains étiquetages et pourcentage pour d'autres. Ce qui avait finalement favorisé un petit peu, voilà, entraîné l'erreur, en d'autres facteurs également ont participé. Donc ça, voilà, ça nous plante déjà un petit peu le contexte, donc qui est assez, Pour faire peur un petit voilà, peu. sévère, hein, mais qui est bien réel. Et puis le contexte de ces erreurs médicamenteuses en pédiatrie, c'est que les erreurs les plus fréquentes, c'est celles d'un facteur 10. Donc facteur 10, c'est quoi? Bah, c'est dose 10 fois plus importante, 10 fois moins importante. Donc on a bien sûr des choses par rapport aux doses et on va en reparler, à travers plusieurs cas cliniques. Et puis également une erreur de 10 dans la dilution. Voilà, ça c'est très fréquent et cetera et cetera, hein. En tous les cas, tout ce qui est du facteur 10, peut être bien favorisant et être très fréquent en pédiatrie. Alors, voilà, on a planté le décor. On vous repropose un petit WooClap sur finalement, quels seraient pour vous les facteurs de risque associés à ces erreurs? Qu'est-ce qu'on peut retrouver en cause? Donc on a déjà évoqué certaines petites choses. Vous avez certainement pas mal d'idées, donc on se retrouve de nouveau sur WooClap, voilà et vous mettez le code qui est indiqué en haut. Pour les retardataires, on va vous laisser 30 secondes. On va recharger également la page. On vous laisse commencer un petit peu à répondre. Si vous avez besoin, pour les retardataires, vous pouvez flasher ce QR code. Je pense que là, les gens commencent à arriver. Donc, n'hésitez pas à vous flasher le QR code. Vous allez directement sur le site. Vous entrez le code de l'événement qui est ici. Et pour tous les autres, vous allez pouvoir donc commencer à répondre. On va commencer à actualiser la page. Alors, je me permets. Eh ben, c'est pas mal. On va se remettre en nuage de mots. Bon, vous avez pas mal de propositions. Dont des choses très intéressantes, et vous avez raison, ouais. Problème de dilution, problème d'erreur de calcul, ça arrive tous les jours. Des problèmes effectivement de calcul de dose, on va y revenir aussi tout à l'heure. Et des problèmes de spécialité qui sont plus ou moins adaptés. Donc ouais, il y a beaucoup de choses, effectivement, et vous verrez, on reviendra là-dessus. OK. Bon, bah, oui, oui, on a déjà un petit panel de finalement des choses qu'on a prévues pour ce soir et puis on en aura peut-être aussi d'autres. Alors, vous l'avez mis dans le nuage de mots. Un des premiers, mais voilà, il y a pas de chronologie, hein, mais en tout cas, un qui est quand même bien prégnant parce qu'il va nous induire un certain nombre d'éléments, ben, c'est qu'on a, peu, d'AMM en pédiatrie parce qu'on a peu d'études. Donc finalement, dans la monographie des médicaments, on va pouvoir retrouver ce qu'on vous a mis dans l'encadré. Aucune donnée n'étant disponible, son utilisation ne peut donc être recommandée. C'est le principe de précaution en fait, hein, donc on n'a pas d'utilisation, qui est recommandée parce que pas d'evidence-based medicine. OK, bon, avec ça, ben, c'est sympathique, mais on peut pas traiter les enfants, qui en ont besoin. Donc ben, du coup, on va devoir outrepasser, cet AMM finalement et cette recommandation, ce principe de précaution.
Donc, quand on regarde encore une fois la littérature, on a des pourcentages d'utilisation RAMM qui sont assez variés. Selon les spécialités, ça va aussi, se moduler un peu. C'est sûr que si on parle de soins critiques, on va être, à des plus de 80. Et puis en pédiatrie générale, on peut dire qu'on n'est pas faux quand on dit qu'une utilisation des médicaments se fait à plus de 50 en RAMM. Cette problématique, ben, c'est embêtant parce que du coup, d'une part, on n'aura pas de forme galénique adaptée. En plus, ben, on n'aura pas étudié, donc on n'aura pas de posologie forcément connue. Donc en fait, ça induit un risque d'inefficacité et ou un risque de toxicité. Donc on a encore plus besoin de surveiller finalement. Et pour ça, ben, en tout cas, quand on le peut, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est de faire du suivi thérapeutique pharmacologique. La pédiatrie, c'est une population de choix pour ça. Donc ça, c'est notre premier facteur de risque, si on peut les lister. Pour la suite, la pédiatrie, bon là, on va rentrer un peu dans les généralités, mais c'est quelque chose qui est très très important pour nous pédiatres. Ça paraît évident, mais il faut quand même le rappeler. En pédiatrie, on traite une population qui est très variée. On peut dire quand même qu'on a une population qui est assez exceptionnelle, avec des enfants qui viennent de naître, donc à J0, avec un poids qui peut varier entre 2 kilos, mais il y a aussi tous les enfants qui naissent prématurés, donc en néonatologie. Pour rappel, hein, on prend en France les enfants à peu près, alors pas tous les centres, mais à partir de 400 grammes en termes de poids. Donc, je vous laisse imaginer les données AMM disponibles pour les enfants d'un tel poids. Et puis, on prend maintenant de plus en plus d'enfants jusqu'à 15-18. Et nous, en cardiologie pédiatrique et congénitale, on fait même de l'adulte. Donc, on a des enfants qui peuvent atteindre des poids d'adultes, 60, 90, et même maintenant, avec les problèmes d'obésité qui deviennent un petit peu courants, on a des enfants qui font parfois plus de 100 kilos. Et des enfants. Ils ont une taille évidemment qui est très, très variable. Un nouveau-né qui naît à 500 grammes, il peut faire 40 centimètres, alors qu'on aura des adultes avec un profil marfanoïde qui pourra faire jusqu'à 2 mètres. Un enfant qui va faire 15 ans et 2 mètres. Donc on a vraiment une énorme variabilité. Et sur cette population, en fait, il y a bien sûr des règles qui ont été un petit peu établies. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître un petit peu bateau, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on parle des nouveau-nés pour la population qui va de la naissance à 1 mois de vie. C'est une population qui reste très hétérogène pour nous parce que, je vous l'ai dit, un nouveau-né qui naît à terme à 3 kilos aura quand même un profil très différent qu'un enfant qui va naître prématuré, qui sera à 1 mois de vie, mais qui va avoir, par exemple, un poids de 800 grammes. Donc pour nous, c'est très important, c'est des définitions, mais euh, on va se référer surtout à la taille et au poids de l'enfant plutôt qu'à l'âge. C'est pareil pour les définitions pour les nourrissons. Habituellement, dans la plupart des guidelines, on retrouve un âge qui est défini à 24 mois. Certains papiers le définissent à 12 mois, donc faites attention quand on dit qu'on prend en charge un nourrisson. Bon, ça paraît évident, mais il faut bien sûr regarder l'âge. Parce qu'il y a une grande différence en termes de poids, en termes de taille et en termes de pharmacodynamie pour un enfant qui va faire 12 mois et un enfant qui sera plutôt vers 24 voire 30 mois. Donc voilà, on a des enfants, nous on prend en charge des enfants jusqu'à 18 ans. Dans notre spécialité de tous les jours, la cardiologie congénitale, on voit même des ados et des adultes qui vont parfois jusqu'à un âge assez avancé. Ça, c'est une particularité de la cardiologie pédiatrique. Mais nous, on fait voilà, du nouveau-né néonatal aux patients adultes qui a parfois plus de 70 ans. Donc, c'est une population qui est très hétérogène. C'est ce qui rend notre métier très intéressant. Mais ça décuple le risque d'erreur médicamenteuse, comme on va le voir. Je te laisse continuer, Delphine, pour la suite. Alors et du coup, c'est vrai que cette, particularité de population hétérogène, eh bien, en plus, on rajoute par-dessus, tout ce qui est, question de communication. Où en fait, en plus de, la médecine de l'adulte, on va dire, où on a le patient, le professionnel, c'est la relation soignant-soigné standard. Alors bien entendu, il y a des fois, bien sûr, l'aidant et encore bien sûr, encore plus en gériatrie, qui vient dans un triangle. Mais alors là, en pédiatrie, du coup, l'aidant, bah, il est
encore plus présent et surtout quand il s'agit des petits. On est vraiment sur une communication triangulaire. Patient, parents, professionnels, avec le S de parents bien entendu, donc les 2 voire plusieurs si, famille recomposée. Professionnels, ben, il y a plusieurs médecins des fois aussi, plusieurs, professionnels, il y a le pharmacien, il y a l'infirmier et cetera. Donc on est sur une communication, triangulaire, complexe et puis, le patient, bien entendu, de 2 ans ne va pas, avoir, la compréhension et l'autonomie aussi d'un patient de 16-17 ans. Donc là, on a un peu imagé les choses voilà, pour imager, pour illustrer. Donc on a des petits extraits de livres ou des extraits du site Sparadrap qui vous montrent que, par exemple, si on dit, à un enfant: «On va arrêter la voie IV et faire un relais Péros», bah, voilà, par exemple, ce qu'il peut comprendre, quoi. Un enfant qui a, 5-6 ans, par exemple, va pas forcément du tout comprendre, comme un adulte, ces éléments, bien entendu. Donc cette communication, elle vient en plus dans cette question, d'erreurs médicamenteuses, et de complexité sur la population hétérogène. Alors après, pour parler des erreurs médicamenteuses, ça vous l'avez dit tout à l'heure avec les problèmes de calcul et les problèmes de dose. Normalement, c'est quelque chose que vous connaissez tous, au moins en théorie. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais qui est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, nous, dans notre métier, en tant que prescripteur, pour surveiller et contrôler les prescriptions, soit de nos internes, soit nos propres prescriptions. C'est quelque chose de très simple. Quand on exprime les posologies en pédiatrie, vous l'avez compris, on ne va pas traiter un enfant de 5 kilos avec la même posologie qu'un enfant qui va en faire 50. Et donc, on parle beaucoup en pédiatrie en milligrammes par kilo. La plupart des posologies en pédiatrie sont exprimées en milligrammes kilo. Certaines posologies sont exprimées même en milligrammes par mètre carré. Donc ça, c'est une gymnastique supplémentaire. C'est pas très compliqué. Il suffit de savoir la taille, si possible, mais surtout le poids de l'enfant pour connaître du coup sa surface corporelle et ensuite de rapporter la posologie à sa surface corporelle. On va par exemple utiliser ces calculs pour la corde Aaron, nous en cardiologie pédiatrique. Donc vous le verrez sur certaines situations qui sont quand même moins fréquentes. Évidemment, c'est un petit peu plus compliqué que de dire une ampoule ou deux ampoules. Donc ça va amener des problèmes de calcul, des problèmes d'ordre de grandeur. On parlait de l'erreur x10. Bah, c'est une simple virgule, hein. On décale la virgule, tout de suite, on se retrouve avec une posologie beaucoup plus importante, qui peut être gravissime. Si je prends un exemple tout simple, là, on vous a mis ça, c'est le tout bête produit, enfin, le calcul en croix. Là, si vous avez par exemple un sirop avec une posologie, une concentration, par exemple comme les sirops de captopril, donc le Noyada, qu'on utilise nous en cardiologie pédiatrique, ce sirop par exemple, il a une concentration de 25 mg pour 5 millilitres de base. Si par exemple on fait un calcul, donc avec une posologie, le médecin parle de 8 mg 3 fois par jour, la simple gymnastique à faire, vous avez ici dans la case A, donc 25 mg pour 5 millilitres en B. En C, vous aurez 8 mg que vous voulez administrer à votre patient. Bon, ça, vous le faites normalement tous les jours depuis le collège, mais vous prenez le 8 que vous allez multiplier par le 5 ici et que vous diviserez derrière par 25. Et ça vous donnera votre posologie à administrer en millilitres, donc, au patient. Il ne faut pas hésiter à refaire ce calcul. Nous, on le fait 15 fois par jour pour pratiquement toutes les posologies. Et en pédiatrie, c'est voilà, c'est vraiment du B à bas. Ça permet de rattraper énormément d'erreurs, beaucoup plus qu'on le pense. Et nous, ça nous arrive fréquemment de faire des erreurs sur nos calculs qui sont rattrapés soit par nos internes ou inversement, soit par l'équipe de la pharmacie. Soit nous, on a aussi le travail en équipe avec l'administration réalisée par l'équipe paramédicale. Et donc, parfois, c'est aussi l'équipe paramédicale qui rattrape certaines des erreurs. Donc voilà, un simple rappel du produit en croix, ça fait pas de mal et c'est facile à utiliser pour vous. Donc, on reprend un peu le nuage de mots initial qui avait été utilisé. S'il y a d'autres choses que vous voulez évoquer
toute façon, vous verrez, on va parler de beaucoup d'autres choses dans les cas cliniques qui vont suivre. On va parler bien évidemment des galéniques, on va parler de problèmes de manipulation, des problèmes de dose, etc. Mais vous aviez raison quand vous parliez surtout de tout ça, les erreurs de calcul, Oui. le dosage qui peut paraître inadapté pour l'enfant. Ben, quand on a une préparation avec uniquement des comprimés disponibles pour un enfant qui a 2 ans, vous imaginez bien que c'est compliqué. Donc on demande parfois aux pharmaciens de réaliser des préparations magistrales qui seront plus adaptées, mais parfois source d'erreurs aussi médicamenteuses. Et puis, ben, il y a des problèmes de dilution, ça je viens d'en parler. Pas hésiter à refaire un simple produit en croix pour rattraper parfois des erreurs qui peuvent se glisser dans les prescriptions. Et on va vous montrer quelques propositions sur des ordonnances. Rien de bien compliqué, vous verrez. Alors, pour enchaîner, mais ça rejoint ce que j'ai dit, on entend souvent que l'enfant, c'est un petit adulte. Bah, c'est un petit peu faux, même très faux, parce que il ne s'agit pas d'un adulte avec un petit poids. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Ça paraît un petit peu évident, mais en pratique, c'est quand même intéressant de le rappeler. En termes de pharmacocinétique, il y a une évolution qui est extrêmement importante pendant l'enfance entre un nouveau-né et un patient qui aura 18 ans. Que ce soit sur ces 4 thèmes, donc la DME, donc l'absorption, pardon, la distribution, la métabolisation ou l'élimination, l'absorption digestive d'un nouveau-né, je prends l'exemple par exemple d'un nouveau-né prématuré alimenté avec une sonde nasogastrique, elle peut être extrêmement variable par rapport à celle d'un adulte ou d'un adolescent de 15 ans, par exemple, qui aura une absorption au cours du temps. On voit ici sur le graphe hein, la fonction et l'évolution de la fonction gastro-intestinale avec l'absorption des médicaments, qui peut être très bonne à la naissance et en quelques semaines, surtout chez des enfants à des poids un petit peu extrêmes, être très variable. La distribution, même chose. On parlait d'un enfant qui fait 100 kg et un enfant qui en fait 500 grammes. Vous imaginez que la distribution médicamenteuse avec l'adiposité du patient, elle est extrêmement variable. Quand on a des antibiotiques avec une diffusion osseuse, tissulaire, ben, elle est très différente entre un nouveau-né d'un enfant qui fait à peu près 10 kg. La métabolisation, même chose. On a parfois des organismes qui sont immatures. C'est pas juste un enfant qui va avoir un petit poids. Et la métabolisation pour les patients peut être grandement altérée. C'est le graphe que vous voyez ici, avec vraiment, sur le plan métabolique, vous avez des patients qui vont avoir une métabolisation, en particulier de certains cytochromes, qui vont affecter justement la pharmacocinétique. Donc ça, c'est très important pour nous. Donc attention à ça. L'élimination, bien sûr, bah, je reprends l'exemple un petit peu du prématuré, c'est un exemple facile, mais on a une fonction rénale initialement, mais je ne vais pas dire pas bonne, mais à la naissance, vous ne le savez peut-être pas, mais on a la créate et l'urée de la maman hein, suite à l'accouchement. C'est quelque chose normalement qui s'épure et qui se normalise pour avoir ensuite un fonctionnement rénal normal. Donc un nouveau-né à terme va avoir une élimination médicamenteuse qui va changer drastiquement dans la première semaine de vie et puis ensuite, dans les premiers mois, qui va se normaliser avec justement une fonction rénale qui va revenir à la norme, celle adulte, celle que vous connaissez tous. Donc l'élimination médicamenteuse, sur la première semaine de vie d'un patient, elle va être très changeante. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour dire qu'un enfant qui fait 5 kilos, il va avoir une diffusion et vraiment une pharmacocinétique qui va être totalement différente qu'un enfant qui a 15 ans, qui se rapproche d'un morphotype adulte. Puis, en plus de tout ce qu'on vient déjà de dire, vous l'avez largement mis dans le nuage de mots, on a toutes les problématiques galéniques de la pédiatrie. Donc en moyenne avant 6 ans, mais c'est bien une moyenne, hein, puisqu'on va avoir des patients de 4 ans et demi qui vont pouvoir le faire et d'autres à 9 ans qui seront en difficulté pour faire. Mais en moyenne avant 6 ans, c'est impossible d'avaler des formes orales solides, voilà, type gélule, type comprimé de taille standard et donc par rapport à ça, on va être obligé de s'adapter à la galénique, avoir une galénique qui va bien. Donc on aura bien sûr envie, d'ouvrir par exemple des gélules, mais toutes les gélules ne s'ouvrent pas. On aura envie d'écraser les comprimés, mais tous les comprimés ne s'écrasent pas. En plus, tous les principes actifs ne se dissolvent pas dans l'eau et tous les injectables ne se boivent pas.
Donc du coup, à partir de là, on est quand même un peu en difficulté, hein. Comment on va traiter ces enfants finalement? Donc souvent, on va utiliser, des formes galéniques, de type forme buvable, les formes, orales liquides. De plus en plus, on va utiliser des mini comprimés. Donc, par exemple, le Slénito, la mélatonine, assez récente, mise sur le marché, c'est des mini comprimés. C'est intéressant parce que du coup, certes, à 1 an et demi, ça va être compliqué, mais par contre, à 4 ans, ça sera, beaucoup plus réalisable qu'un comprimé de taille standard. Donc les formes orales liquides, pour faire un petit focus là-dessus, parce qu'on a quand même de quoi dire, hein. Les formes buvables, on a en fait quand même des complexités. C'est-à-dire que si on a une AMM chez l'adulte, ça veut pas dire que c'est OK en fait chez n'importe quelle, sous-catégorie de population pédiatrique. Puisqu'en fait, c'est ça, on a des sous-catégories de population pédiatrique, hein, puisqu'on a dit on peut pas, utiliser et parler d'enfants de 2 kilogrammes, de 2 ans aussi ou de, 16 ans, de la même façon, indifféremment les uns des autres. Donc nos sous-populations pédiatriques, on va pas pouvoir toujours utiliser les, AMM adultes, par rapport aux excipients. Parce que, par exemple, on aura des excipients neurotoxiques, donc ça, c'est pas OK chez un enfant en plein développement, sur du long terme encore moins. On aura des goûts, des fois, sur les formes orales liquides qui sont franchement pas du tout, appétants, donc c'est très compliqué de faire prendre, encore plus à un enfant, petit pour lequel on peut pas le «raisonner» entre guillemets, hein, et lui dire: «Si, si, il faut que tu le prennes». Et puis, en plus, on a, du coup, notre histoire de tableau, de produit en croix qui revient avec la conversion milligrammes, selon la concentration. Et puis, un petit focus même en plus sur les dispositifs d'administration. Donc en France, on a principalement ces 3 grands dispositifs, le compte-gouttes, la cuillère mesure et les pipettes. Il peut y arriver, d'autres choses, hein, et sur, d'autres enregistrements, ailleurs, qu'en France, on peut voir d'autres dispositifs d'administration, mais ceux-là, c'est les majoritaires. Et puis vous voyez que cette image, moi je l'aime bien parce que sur les pipettes, elle nous montre vraiment quand même, la diversité. Alors certes, de couleurs, bon ça peut avoir un intérêt, mais aussi surtout les calibres, les, du coup les comment ça va se graduer, voilà, merci. Et puis du coup, est-ce que ça sera gradué en milligrammes, en millilitres, en dose poids? Donc c'est assez variable. Donc ça, c'était plutôt des dispositifs de la ville. En hospitalier, normalement, les guidelines, en tout cas, veulent qu'on barre tous ces dispositifs. On ne les utilise pas. Alors, sauf exception, hein, parce que, par exemple, le paracétamol, avec de la dose poids, sa pipette, ça va bien et encore plus si c'est la seule pipette utilisée dans le service. Mais sinon, hormis ça, on ne les utilisera pas, les dispositifs d'administration des produits. On va utiliser les seringues entérales, hein, depuis la réglementation et donc les seringues entérales ENFIT qui vont bien pour cet usage, entéral d'administration de médicaments. Alors, par rapport à ces dispositifs d'administration, est-ce que, pour, l'usage ambulatoire, pour vous, il y a un grand adage? Donc on a dit l'hospitalier, on utilise plutôt, les seringues entérales ENFIT, hein. Et par contre, pour l'ambulatoire, qu'est-ce qu'il en est? À votre avis, quel est l'adage, le grand adage qu'on va, dire même aux parents, aux patients, aux familles? Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, toujours pareil. On vous réaffiche rapidement le QR code. Vous pouvez flasher soit ce QR code ici, soit vous connecter directement sur le site. Je pense qu'on le redit encore une fois. Le code de l'événement ici qui est tout simple, mais sinon il s'affiche sur le bordereau supérieur par là. Hop, donc je vais actualiser pour qu'on commence à voir un petit peu vos réponses. Alors, voyons voir, on va remettre en nuage de mots. Alors, utiliser la bonne pipette, utiliser dispositif propre, oui, bien sûr, évidemment, tout à fait.
Ouais, effectivement. Donc, bon, ça peut être intéressant d'utiliser ça et c'est particulier par rapport à nous, le milieu hospitalier. Ouais. Donc du coup, peut-être on peut passer un peu plus rapidement. L'adage vraiment aussi, c'est de se dire qu'on va utiliser le dispositif du produit en ambulatoire. Un dispositif d'administration égale un produit. Par contre, on le reverra juste après, c'est qu'en fait, des fois, et notamment pour les préparations, bah, il y en a pas. Donc là, le grand adage, il saute. On n'a plus cette notion, mais en tous les cas, s'il y a un dispositif, on va rester avec ce dispositif. Voilà. Donc ça, c'est un peu, voilà, grand point. Néanmoins, ça se complexifie quand il y a plusieurs buvables. Et là, quand il y a plusieurs buvables, la question se pose, est-ce qu'on reste sur ce grand adage, même en ambulatoire, même à la maison pour les familles, ou est-ce que on introduit, par exemple, la seringue entérale ou autre? Donc ça, on pourra en rediscuter. Et puis le risque, s'il n'y a pas de dispositif, imaginons donc une suspension buvable en préparation, bah, arrivé à la maison, bah, ça donne ça, c'est qu'on va utiliser une cuillère, à café, une cuillère à soupe et en fait, on pourrait dire: «Bon, bah, c'est OK», sauf que, bah, il y a cuillère à café et cuillère à café, par exemple. Les cuillères à café, bah, c'est normalement une contenance d'environ 5 millilitres, mais en fait, toutes les cuillères à café ne se valent pas, hein, la cuillère à moka, par exemple, c'est beaucoup plus petit que 5 millilitres. Donc du coup, ben, selon ce qu'on a sous la main, à la maison, bah, c'est là que ça devient un petit peu, à risque, même complètement à risque. Donc sur ces, dispositifs, c'est vraiment un point extrêmement important, hein, notamment pour, les familles à domicile. Risque de confusion entre 2 pipettes de 2 médicaments différents. Également, on l'avait sur votre nuage de mots, hein, la possibilité d'avoir un volume prescrit qui est non prélevable avec le dispositif et pour ça, on a par exemple eu des actions ANSM pour essayer de sensibiliser tant les professionnels que le grand public au grand adage ambulatoire dont on a déjà parlé, mais aussi à faire attention par rapport à ce risque majeur. Après, ça, c'est quelque chose dont vous êtes généralement familier, mais on demande en pédiatrie, parfois en adulte, des manipulations aux familles et aux parents. L'exemple facile, c'est l'antibiothérapie courante. Alors là, ici, on prend l'exemple de l'amoxicilline et de la josacine. Il y a eu des études qui ont été faites et il y a une étude assez intéressante qui a été faite en région parisienne, pardon, donc à Robert Debré dans les hôpitaux parisiens, avec des entretiens avec les parents. Ce qui a été dit, en fait, de manière assez simple et ce qui a été prouvé, c'est que, il y avait énormément d'erreurs. On parle d'à peu près 50% de taux d'erreur, ce qui est quand même en médecine énorme, sur la reconstitution même du médicament, donc avant même l'administration au patient, hein. Il y a déjà des erreurs ici. On a vu en pédiatrie qu'il pouvait avoir malheureusement des conséquences assez graves. Alors, l'amoxicilline, on peut penser que c'est quelque chose qui n'est pas très important. C'est soit il n'a pas assez de médicaments, soit il en aura trop. Mais nous, on est confrontés en tant que pédiatre à des problèmes souvent sur ce genre de patients. Par exemple, avec une reconstitution du médicament qui est mal effectué, on peut se retrouver avec des risques de surdosage ou de sous-dosage. Et dans cette étude, justement, il y avait quand même chose, plus de 50% pour la josacine ici, hein, de risque de surdosage en traitement. Et souvent, malheureusement, dans ce genre de médicaments, l'administration se fait pardon, avec, par le biais de cuillère-mesure. Et la cuillère-mesure, ben, si vous en avez déjà utilisé, vous savez à quel point ça peut être compliqué. Est-ce qu'on la remplit à moitié? Est-ce qu'on la remplit à ras-bord? Jusqu'où? Ça déborde? Qu'est-ce que ça fait comme dose, comme posologie? Le médecin, il m'a prescrit 4 milligrammes, mais je fais comment avec ma cuillère-mesure? Donc, cette étude, elle a montré qu'il y avait euh, d'énormes erreurs qui étaient faites. Alors bon, effectivement, on peut se dire que c'est la faute aux parents, mais on a un rôle à jouer, je pense, en tant que pédiatre et en tant que pharmacien, pharmacienne, sur l'explication à donner aux parents et d'améliorer nos pratiques pour éviter à terme les erreurs médicamenteuses. Il y a énormément de ressemblances aussi en pédiatrie qui peuvent amener des erreurs médicamenteuses.
Une pipette de sérum Phi peut parfois être prise par les parents pour un collyre, par exemple, ophtalmique. On a aussi à l'hôpital le cas de solutions buvables avec des contenants en verre qui se ressemblent beaucoup. Moi, j'avais l'exemple, bon, malheureux, mais d'une erreur d'administration sur une ampoule de Spasfon qui s'est transformée à une ampoule IV d'adrénaline. Bon, ça s'est pas très bien terminé pour la jeune patiente qui venait pour des douleurs abdominales. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour éviter ce genre d'erreur. Mais attention, quand on donne un médicament à une famille, à des parents, parfois la compréhension est limitée ou ils nous disent oui, oui au moment où on donne le médicament et à la maison, ils sont complètement perdus. On se retrouve parfois avec des patients qui prennent plusieurs gélules par jour, des gélules qui se ressemblent. Parfois, le patient prend une gélule bleue, une gélule jaune et une gélule bleue et jaune. Ça peut devenir très compliqué pour lui de savoir ce qu'il prend et quelle posologie. Donc attention à tout ça. Et l'ANSM s'était un peu concentré là-dessus, justement, en disant attention aux ressemblances pour l'administration de certains médicaments qui peuvent prêter confusion pour les parents et pour les professionnels, hein, parce que même pour nous, c'est parfois quand même assez difficile. Ça, c'est quelque chose d'assez ludique. Nous, en pédiatrie, on se bat pour que les enfants prennent leurs médicaments. Comme l'expliquait Delphine tout à l'heure, hein, on parle beaucoup du goût avec les excipients et un enfant qui n'aime pas le goût d'un médicament, eh ben, bon courage pour lui faire prendre 3 fois par jour. Bah, vous voyez que bon, les industriels soit nous ont copié, soit à l'inverse, hein. En tout cas, attention entre un tube de Doliprane qui ressemble bah, à un yaourt, voilà, ça peut devenir un jeu. Attention quand même à ce genre de procédé qui peut amener des dérives avec des erreurs d'administration à la maison où l'enfant attrape un tube et c'était pas un yaourt. Donc avec du Doliprane, on se dit que c'est anodin. Attention, le Doliprane, vous le savez tous et toutes, c'est un médicament qui peut être dangereux en cas de surdosage. Donc ça aussi, on essaie de rendre nos produits attractifs pour l'enfant en particulier, mais ça peut amener des dérives aussi, il faut en avoir conscience. Donc là, on vous a un petit peu, voilà, dressé tout un portrait de facteurs de risque. Il y en a d'autres, mais on a parlé de tout cela, heu, pour pour finalement essayer de prévenir, hein, parce que du coup, souvent, on va passer finalement tous les trous de gruyère dans le modèle de Reason que vous connaissez bien, pour arriver à l'accident et en plus il y a de facteurs de risque, ben, plus il y a de trous dans le gruyère, donc finalement plus, on va vite à l'accident. Donc ça, c'est un problème et puis on a d'autres facteurs de risque, on pourrait en parler toute la nuit même. Bien sûr, par rapport à tout ce qui est rupture en pédiatrie, donc là, on entre dans la saison, hivernale. On va certainement, j'espère moins que l'année dernière, mais on va arriver sur les ruptures d'antibiotiques buvables, par exemple, qui vont amener pas mal de risques liés à ces ruptures. C'est des facteurs de risque, les ruptures en eux-mêmes. Donc là, maintenant, vous êtes complètement à plat, en plus, vous avez peut-être faim, vous vous dites: «C'est fini, à quoi bon? Je lâche l'affaire, la pédiatrie, J'arrête la c'est pédiatrie. pas pour moi». Mhm. Allez, on s'accroche, au bout du tunnel, il y a de l'espoir, il y a un peu de lumière parce qu'en fait, on peut agir. Alors, comment on va agir? On revient au clap pour vous poser, en fait, la question. Comment vous allez agir sur ces erreurs médicamenteuses? Je crois que dans le nuage de mots, le tout premier, il y avait déjà des petites choses, bien sûr, sur je crois qu'il y avait formation, Mhm. donc ça plaît, ça nous plaît. Si on est là ce C'est une soir. bonne idée. Si on est là ce soir, c'est pour ça d'ailleurs. Hem et puis vous avez peut-être, bien sûr, plein d'autres idées à nous donner, à nous communiquer, donc éducation thérapeutique, information, ouais, donc ça peut être donc c'est plutôt à destination, là, des familles, éducation thérapeutique, information peut le voir, tant les familles que les professionnels. Mhm. OK. N'hésitez pas à nous donner plus de matière. Double contrôle, ouais, très bonne idée, ça ressort, ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont mis. Prescription en milligrammes, flyer. Prescription en milligrammes, c'est une bonne idée. Nous, on essaye toujours de prescrire en milligrammes et pas Mmh en mh. millilitres, parce qu'en fonction de la dilution et de la Mmh. concentration du médicament, on a énormément d'erreurs là-dessus. Le mieux, c'est même de prescrire en milligrammes et en millilitres, et bien de préciser la concentration du médicament. Tout à fait.
Voilà, on a énormément hein, d'ordonnances qui se terminent avec 1 millilitre 3 fois par jour et on ne connaît pas la posologie réelle administrée aux patients. Donc, ouais, c'est aussi une très bonne chose. Et il y a quelqu'un qui a parlé justement du temps dédié à ça. C'est quelque chose de très, très, très chronophage, euh, où on peut perdre un peu patience, mais voilà, c'est quelque chose de hyper important pour nous. Donc, il y a aussi support, recommandations. Donc, tout ce que vous nous mettez là, les connaissances, expliquer, tout ça, c'est tout à fait l'idée, hein. Donc, on a plein d'axes, en fait, sur lesquels, donc, faut garder l'espoir, parce qu'on peut faire des choses, heureusement. Donc, en fait, on peut tous agir sur ces erreurs médicamenteuses. On est dans voilà, notre objectif, c'est les 5 B, hein. Bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie, bon moment. Et puis, du coup, si on parle d'erreurs médicamenteuses, là, je reprends ma casquette de pharmacien pur et dur, il y a l'erreur potentielle. Donc, c'est celle, en fait, finalement, heu, qu'on a détectée, qu'on a corrigée. Donc là, on va le faire, par l'analyse pharmaceutique de prescription. Donc ça, c'est vital en pédiatrie. La délivrance nominative, pourquoi pas? On y croit, un jour, on pourra le faire en pédiatrie parce qu'on a la problématique des buvables, hein, donc ça reste compliqué. Vérifier les informations non connues, non sûres. Donc tout ça, finalement, c'est bien sûr du management qualité, hein. Et puis, on a aussi les erreurs, qui sont produites, les erreurs avérées. Donc là, tout ce qui nous reste à faire, c'est de la gestion des risques a posteriori, déclarer les événements, que ça soit dans les officines, dans les hôpitaux, hein, pour pouvoir retravailler dessus, retravailler sur les causes, mettre en place des actions. Donc on fait des RMM, revues bimortalité, des remèdes, des revues sur les erreurs médicamenteuses, toutes ces actions-là faites a posteriori. Et puis on a les erreurs, latentes, où on a toutes les conditions réunies. On sait qu'un jour on arrivera à l'erreur, mais c'est pas encore arrivé. Donc travaillons en amont sur la gestion des risques a priori. Donc on a des méthodes qui sont bien approuvées, éprouvées, c'est l'AMDEC et toutes les analyses des conditions favorables en fait et des actions potentielles à mettre en œuvre avant d'arriver à une erreur, en espérant ne jamais y arriver. Et puis, je reprends un petit peu l'idée du flash HAS de l'année dernière. On a bien sûr, et vous l'avez mis dans le nuage de mots, tout ce qui est information et éducation des patients et des familles, donc en lien avec la communication. Et ben, le flash HAS nous redit bien ça, hein, lors de la dispensation, expliquer aux parents la prescription, s'assurer de leur bonne compréhension, parce que expliquer une fois, ça va pas suffire, il va falloir s'assurer que vraiment le message est passé en les faisant reformuler, hein, c'est même inscrit noir sur blanc. Prévenir les parents de l'utilisation des dispositifs d'administration. Donc là, on revient à notre affaire de dispositifs, donc c'est vraiment un sujet, prégnant, ces dispositifs. Et puis également la formation des professionnels et donc, bah, comme on l'a dit, aujourd'hui, on participe un petit peu à ça, on espère du moins. Alors après, même chose, on ne connaît pas, nous, pédiatres et vous, pharmaciens, l'ensemble des posologies en pédiatrie, Mmh. c'est impossible. Et d'ailleurs, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de posologie disponible, il n'y a pas de reco. Donc, ce qui est important, c'est ici, on vous a mis quelques exemples au niveau des sources qui sont disponibles. Alors, les principales que vous connaissez tous et toutes, c'est le Vidal. Vous verrez très vite que sur le Vidal, là, en pédiatrie, c'est très souvent manque de données disponibles et ça se termine à peu près là. Donc, vous avez les posologies adultes qui sont en AMM et c'est tout. Donc, bon courage pour trouver ce qu'il vous faut. Vous avez quand même le BNF qui est très très utile en pédiatrie, beaucoup utilisé par nos collègues pharmaciens. Et nous, on leur pose souvent parfois des questions sur même les posologies de certains types de médicaments. Mais vous avez énormément quand même de produits qui sont disponibles pour vous aider sur les posologies. Et justement, si vous avez un doute, vous pouvez regarder là-dessus. Vous avez des sites et des outils qui sont très bien faits, en pédiatrie en particulier, alors disponibles soit sur le site de l'HAS, mais en particulier les PNDS en pédiatrie, qui sont très bien faits, qui sont à disposition pour les médecins souvent généralistes qui ne sont pas experts dans la pathologie. Vous avez par exemple un PNDS sur le Kawasaki, par exemple,
qui est à disposition des médecins traitants et médecins généralistes avec des fiches récapitulatives. C'est un document qui peut faire 50 pages, mais vous avez aussi un flyer qui est disponible qui résume en une page recto verso ce qu'il faut comprendre, qui parle des posologies des médicaments, des durées de traitement. Vous avez aussi un site internet qu'on vous a cité ici, le pas à pas de pédiatrie. Ça, c'est quelque chose que les internes de pédiatrie et les pédiatres connaissent bien. C'est un site qui récapitule un petit peu des prises en charge avec des diagrammes très bien faits sur des prises en charge standards pour des enfants. Évidemment, ça ne remplace pas un avis médical ou pédiatrique, mais ça peut être une bonne base pour vous, si vous n'avez pas, par exemple, votre collègue ou le médecin n'est pas disponible, vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus si vous avez quelque chose qui vous paraît aberrant sur une prescription. Toutes les sociétés savantes normalement, ont quand même édité des recommandations assez claires. En pédiatrie, il existe quand même beaucoup de choses dans la littérature. Pour les posologies les plus standards, vous pouvez retrouver ça normalement assez facilement. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont données aux parents, soit des livrets de conseils qu'on donne nous en suite d'hospitalisation, qui sont disponibles à l'officine. Certains livres aussi qui peuvent être donnés directement par la SCPC, voire même des choses qui sont préparées par des associations de parents ou de patients en pédiatrie. Et nous, en cardiopédiatrie, on bosse beaucoup avec eux. Donc, il y a énormément de choses qui sont disponibles. Et ici, vous avez voilà, des guides d'aide à la prescription. L'ANSM et l'Omedit, justement, vous aident là-dessus. Parce que souvent, si vous regardez uniquement le Vidal, vous allez être très vite limité dans ce que vous pouvez faire.